Je termine par une dernière partie sur les pratiques constructives et les décors sculptés. Alors, nous avons abrégé, là, pour ne pas être trop long, nous n'avons pas parlé de ce que nous avions observé comme technique de construction, notamment comme technique de couvrement. Il s'avère que les espaces sont essentiellement plafonnés, dans tout agen. Nous n'avons que deux exemples de voûtes attestées, de l'époque romane d'ailleurs. L'une, je viens d'en parler, c'est la tour du Chapelet. L'autre était dans la maison du 12, je crois, rue de la Grande Horloge, qui était contiguë à la Grande Horloge et dans laquelle fut trouvée la cheminée romane dont je vais vous reparler. Quelques mots sur les fenêtres. Alors, les fenêtres sont à la fois des organes attrayants et puis des organes qui présentent des caractéristiques morphologiques. Y a-t-il des coups-sièges ou pas? Comment sont les arrière-voussures? Des caractères stylistiques également, avec les décors, la modénature, les moulures ou les chapiteaux, qui sont des indices de datation. Ils ne suffisent rarement à eux seuls, mais ils sont importants. Alors, vous voyez, les fenêtres romanes, datables du XIIe siècle, se caractérisent généralement par des arcs en plein cintre, que ce soit dans des linteaux découpés d'arcs. Donc, vous voyez ici des linteaux découpés d'arcs, on n'est pas clavé. Dans un clavage, ici, je n'en ai pas d'exemple, mais on en a dans d'autres maisons romanes, avec des colonnettes en marbre ou en pierre, ou des piliers formés de fenêtres géminées ou de claire-voie. Vous voyez qu'ici, on continuait. Alors, on n'a pas de terme en français pour dire fenêtre ternée, c'est pas très beau. Les Italiens ont bifort, et pour la fenêtre géminée, trifort et quatrifort, et ça, c'est quand même pratique. Je plaide pour que nous mettions au point une terminologie, mais enfin, c'est toujours pas fait. Voilà, donc là, probablement une claire-voie. Ici, une fenêtre géminée, c'est probablement la plus récente de toutes ces fenêtres dans le corps de logis qui subsiste du palais épiscopal. Et là, nous sommes déjà passés à la brique, mais nous voyons les arcs en plein cintre avec arrière-voussure, elles, en arc segmentaire, et déjà les coups-sièges qui apparaissent. Enfin, autre type de fenêtre, les simples fentes d'éclairage couvertes d'un linteau et chancrées d'un petit arc en plein cintre. Voilà pour les fenêtres, la morphologie des fenêtres du XIIe siècle. Nous passons ensuite à l'avènement du premier gothique. Et là, nous avons la chance, donc je le disais, d'avoir une des plus belles façades de l'Aquitaine. Encore magnifique, jusqu'à quand, je ne sais pas, parce que la photo vous montre déjà l'état d'un certain nombre de chapiteaux, notamment ceux des piliers. Si l'on ne fait rien et l'on ne soigne pas la maladie de la pierre, d'ici quelques décennies, il n'y aura plus rien. C'est fort dommage, car nous avons là un ensemble remarquable. Donc vous voyez que les baies, qui sont des baies géminées, donc formant une fenêtre géminée, chaque fois 4 fenêtres géminées en retrait dans un défoncement entouré par une résille d'archivolte richement moulurée, surmontée par des tympans qui sont des pierres en tas de charge. Là, nous n'avons pas de clavage, nous avons des pierres calées les unes sur les autres, évidées par 4 roses qui ont toutes des motifs différents. C'est vraiment d'un extrême raffinement. Les chapiteaux étant soit simples au-dessus des colonnettes, soit formant des chapiteaux frises sur les faisceaux de colonnettes qui composent les piliers. Vraiment un très très bel ensemble. Comment le dater? Alors je propose dans la publication que nous préparons avec Francis et Tom Lou, je propose de la dater par rapport à l'arcature qui est à l'étage du bras nord du transept de Saint-Capré, qui est la seule création à agen disponible probablement de la deuxième moitié du XIIIe siècle. Alors j'ai cherché dans les monographies publiées sur Saint-Capré, on n'est pas très très précis sur la question. 13e, moi je pense qu'on est largement dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, et celle-ci, la morphologie de notre claire-voie, le style, montre qu'on est probablement légèrement après ce qui décore le bras nord du transept de Saint-Capré, peut-être dans la fin du troisième quart, début du dernier quart du XIIIe siècle. En passant, vous noterez ici un porte-banne, cette pièce de ferronnerie qui existait normalement devant toutes les fenêtres géminées, qui servait à mettre des barres en bois devant les fenêtres, permettant d'y déposer tapisserie, du linge, des vélums et tout ce que l'on veut. Alors, j'ai mis à côté un élément de comparaison, ce qui n'y en a pas beaucoup en Agenais pour cette période, qui est la très belle fenêtre de la maison Roy à Sainte-Bazeille, où vous voyez que nous sommes dans un parti qui est légèrement antérieur à celui de la maison du Sénéchal. Nous avons en effet des chapiteaux qui montrent qu'on est juste sorti de l'esthétique romane, on est déjà dans les arcs brisés,
mais on a des colonnettes adossées, elles ne sont pas engagées, mais le même type de tympan, hein, avec des pièces en tas de charge et puis un oculus, une maison probablement, là aussi, des années 1250, mais on ne saurait la dater très précisément. Alors, nous avons des types de fenêtres très différentes à l'époque gothique. Là, nous avons les premières formules, vont suivre très peu de temps après, probablement, mais en briques, les formules développées dans les deux grands hôtels, l'hôtel de Sevin et l'hôtel Montluc, dont vous voyez qu'il y a des parentés et des différences. Alors, des parentés dans les arcs brisés, dans une sobriété relative, beaucoup plus importante dans l'hôtel de Sevin, où nous avons simplement ces oculi qui sont en forme de losange, formés par 4 briques. Il y avait des fenêtres, hein, vous notez le départ d'une deuxième fenêtre ici, mais avec la même parenté, c'est-à-dire un appui, un cordon d'appui régnant en pierre, ici bûché, puis des cordons d'imposte qui reliaient les fenêtres. Nous retrouvons ici des cordons, mais des cordons qui, eux, sont désolidarisés des impostes et qui sont reliés à la belle résille dont je parlais tout à l'heure, la résille d'Archivolte. On peut noter ici que c'est plus qu'un oculus, hein, on a des roses au-dessus de l'hôtel Montluc. Donc on a un curieux mélange d'un raffinement localisé sur certains points et d'une très grande sobriété dans ces fenêtres en briques, ce qui semble être, ce que je connais pour l'instant de la Genée, être une constante. Nous verrons Port-Sainte-Marie, je crois, à l'automne, nous verrons les fenêtres en briques, notamment celle de la rue Malherbe. Nous avons exactement le même parti et la même sobriété, assez différente de ce qu'on observe à Cahors, où la sculpture monumentale est plus riche. Troisième type, les fenêtres qui annoncent maintenant les réseaux. Alors, nous n'en avons là aussi qu'un exemple, c'est la rue de la Grande Horloge, pour une façade complètement ouverte. Vous voyez que là, nous en avons 2, mais il y en avait une troisième qui suivait, ici. Des baies rectangulaires avec fenêtres, avec baies géminées, redentées de trilobes. Ce sont les seuls exemples repérés pour l'instant à Agen. Nous n'avons pas les grandes fenêtres à forme en arc brisé, ogival, comme par exemple à Montflanquin, où nous avons des fenêtres avec des réseaux extrêmement développés. Là, nous avons quelque chose qui est beau, qui est de grande qualité, mais qui est assez sobre et que l'on retrouve sur énormément de maisons de la Genée, à Francescas, etc. Il y a une forme ici, donc vous voyez que c'est quand même un réseau découpé, même s'il n'est pas aussi développé que dans les fenêtres ogivales. C'est différent de ce type de fenêtre qui est une fenêtre avec un linteau, c'est le linteau qui est découpé. Il n'y a pas d'assemblage de différentes pièces. Cette petite fenêtre du bâtiment des Grands Carmes avec linteau découpé est un type que l'on retrouvait également rue Pontaric dans l'ancienne clinique Esquirol, ou que l'on voit également au 9 rue Raspail. Vous avez une petite fenêtre en mauvais état, mais qui montre ce type-là. Alors en passant, il est amusant de remarquer au Grand Carme toute une succession de baies. Je n'ai pas voulu vous parler des lancettes, etc. Mais enfin là, je ne peux pas ne pas vous montrer la petite lancette en brique, remplacée par la fenêtre à linteau trilobé, et au XVIe siècle, vers 1500, je ne sais pas très bien s'il fait 15e, début XVIe siècle, on a une jolie baie rectangulaire à encadrement torsadé. On voit la succession là des différentes parties gothiques. Je termine par la sculpture monumentale. Alors, la disparition de l'habitat médiéval nous a fait rechercher dans les collections lapidaires du Musée des Beaux-Arts des pièces pouvant provenir de maisons. En effet, l'expérience d'autres sites, notamment celui de Cluny, nous montrait que, en étudiant les dimensions des pièces et leur morphologie, on pouvait former des hypothèses, sans toujours une assurance totale, mais former des hypothèses sur la provenance de membra disjecta, de parties éparses, et proposer pour elles une origine plutôt civile, au regard donc de ces tailles. Alors ici, nous avons trouvé toute une série dans les réserves ou exposés dans le musée de chapiteaux romans qui ne sont pas des chapiteaux engagés, qui étaient donc bien des chapiteaux de colonnettes dégagées, soit des colonnettes libres, soit des colonnettes adossées, comme dans la maison Roy, et dont la hauteur était entre 23 et 28 cm, qui sont bien des hauteurs de chapiteaux de colonnettes civiles. Avec une forte parenté, notamment avec celle de la tour du Chapelet, pour ce chapiteau-là, qui n'est pas le frère, mais quasiment. Alors vous voyez le raffinement de ces chapiteaux, avec des perles sur les feuillages,
Et puis ici, des abaques avec des petites perles et des dents de scie. Ici, nous avons des aigles qui sont cantonnés sous chacun des angles du tailloir, lequel est chargé de pampres avec des feuilles de vigne et des grappes. Ce sont des chapiteaux d'une belle qualité. Une deuxième formule de chapiteau, qui ressemble également à beaucoup de chapiteaux civils bien connus, dans l'Agenais et le Quercy, à différents endroits. Alors vous voyez que nous sommes dans une facture différente. La précédente était assez monumentale, on dégage des formes assez nettes. Ici, on a des formes plus menues, avec une composition moins stricte, c'est plus encombré, ça garde un certain charme. Là, nous voyons des harpies sous chaque angle, et au-dessus, un tailloir composé d'une frise de palmettes, motif encore plus simplifié ici, où les palmettes sont un peu évanescentes, et puis des entrelacs mal lisibles. Alors celle-ci vient probablement d'une maison de Penne, d'Agenais, et celle-ci d'une maison d'Agen. Alors, des chapiteaux de ce type, et je dis, sont très bien connus. Il y en a dans les réserves du musée de Moissac, il y en a à Toulouse, il y en a à Penne d'Agenais. Voilà une maison avec 3 chapiteaux comme ceci, ce qui est paradoxal, une dernière veine romane dans une magnifique fenêtre de style rayonnant. On ne peut pas s'empêcher de penser plutôt à des remplois dans ce cas-là. En revanche, ici, à Lozerte, ce n'est pas du tout un remploi. Nous avons bien des chapiteaux de l'extrême fin de la veine romane, de la facture romane, avec les tout débuts du vocabulaire gothique que l'on lit après dans la modénature des cordons, dans les arcs, etc. Donc, une création de chapiteaux romans dont nous avons trouvé énormément d'exemplaires. Je vous en ai présenté qu'un petit échantillon, et montrant qu'il y avait sans doute beaucoup plus de maisons romanes qu'on peut l'imaginer à Agen. J'en veux pour preuve d'ailleurs cette autre pièce qui avait été un peu négligée jusqu'à présent, une colonnette double dont je pense qu'elle pourrait provenir d'une claire-voie et dont le caractère civil est indiqué par plusieurs choses. D'abord le dos plat, avec ce qu'on appelle ici une colombe, c'est-à-dire un renforcement qui servait à séparer la feuillure dans laquelle battent les volets des deux côtés, et sur laquelle colombe, vous avez ici encadré par le petit polygone, le scellement d'une tige en métal qui se terminait par une douille. Et ces douilles permettaient d'insérer les loquets qui fermaient les volets. Nous avons ça sur énormément de colonnettes, notamment à Cluny. Il y a donc toutes les caractéristiques d'une pièce civile qui proviennent d'une maison, d'un des bâtiments de couvent. On ne peut pas assurer que ça ne venait pas d'une partie où l'on logeait dans un couvent. En tout cas, c'est une pièce civile de belle qualité pour ce qui est de la sculpture sur les côtés, un peu lourde pour ce qui est des bases bâties que le nom. Tu vas semer pour... Les dernières pièces intéressantes sont évidemment celles qui composaient cette cheminée romane retrouvée rue de la Grande Horloge, dont les parties authentiques sont les pieds droits, qui sont des colonnettes avec... pour quitter... Oui, j'appuie, je clique. Oui, mais là, il va disparaître. Console, ici, alors, et supportant le départ de la haute, qui était un manteau décoré d'une frise de tu fais ça. Là, les parties authentiques, le dessin publié par Solin dès les alentours de 1900, montrant une restitution qui est bien celle qui a été adoptée. Mais les seules parties authentiques sont bien la base de la haute, le manteau, et puis les colonnettes. Alors c'est une pièce rare, c'est une pièce extrêmement intéressante qui montre la qualité, encore une fois, des constructions dans la rue de la Grande Horloge, que l'on peut comparer à quelques autres cheminées romanes. On en connaît, on va dire, une dizaine dans le sud-ouest, une dizaine en Provence. Enfin, il n'y en a pas énormément, mais j'en ai sélectionné 2. Une à Coulougnex, aux portes de Périgueux, où vous voyez, alors, très curieuse mitre de cheminée, très très curieuse, absolument unique, mais nous avons les mêmes pieds droits à colonnettes, le même manteau arrondi supportant une haute conique. Et nous la retrouvons au Puy, dans un logement luxueux qu'on appelle le logis des Clergeons, qui fait partie de l'ensemble cathédral, avec d'ailleurs de part et d'autre, sur la cheminée de part et d'autre, des peintures murales représentant des tentures de griffons, c'est une soierie sassanide, avec des motifs sassanides, et puis une mitre magnifique, mais le parti est exactement le même, vous voyez des pieds droits,
cette fois-ci avec des pilastres cannelés, des consoles moulurées au lieu des consoles anthropomorphes. Des maisons Et comme toujours ça, rue de la Grande Horloge, on ne fait pas attention. Donc nous avons à Agen la chance que n'ont ni Cahors, ni Figeac, ni Toulouse, d'avoir un très bel exemple de ces cheminées romanes qui sont très rares. Il est temps de conclure. Nous avons déjà quelques acquis, un corpus considérable. J'avoue que je ne pensais pas, quand nous nous sommes lancés dans cette recherche qui n'a duré, ma foi, que 18 mois, et sur 2 îlots, 2 zones seulement, comme vous l'avez vu, qu'il y aurait autant de maisons médiévales et autant de vestiges, avec un unicum, et des maisons romanes. Un unicum, la grande maison que je vous ai présentée, plus toute une série de caves en petit appareil. Il y a des édifices en forme de maison-tour, question à creuser, mais je l'espérais bien, mais je ne l'imaginais pas au début. Nous avons maintenant bien vu également les principales caractéristiques de leur géographie, densité maximale dans la cité, le bourg Saint-Capré, mais un certain potentiel à l'extérieur, l'hôtel de Sevin, les fouilles qui avaient été faites ici, ou là où nous avons 2 maisons avec des coffres, des vestiges de coffres de cheminée en encorbellement, etc. Un certain potentiel hors de l'enceinte du XIIe siècle. Vous ne serez pas étonné des perspectives que je vais brosser. La poursuite de la recherche me semble très souhaitable, tant pour compléter la connaissance et placer Agen dans le contexte historique régional par rapport aux autres villes de notre sud-ouest, et puis aussi pour des raisons opératoires. La connaissance marche, je crois, doit marcher avec le soutien à une politique de préservation patrimoniale, et nous savions combien c'est important au moment où les municipalités lancent des opérations de rénovation sur différents îlots. Une coopération a été amorcée d'ailleurs avec la ville d'Agen qui a communiqué les adresses des îlots qui vont être touchés, et il est important de suivre pour contribuer à cette politique de préservation patrimoniale. Alors je vois 3 défis. Premièrement, 3 tâches. Poursuivre l'inventaire, ce n'est pas un scoop. En portant une attention particulière à la zone des Cornières, qui paraît extrêmement riche, et d'autant plus qu'il semble qu'il y ait beaucoup de sources, et que nous soyons là en plus au cœur battant de l'économie agenaise. C'est donc, à mon sens, une cible prioritaire. Les caves devraient être également un objet prioritaire de recherche, car c'est souvent là que sont conservées les parties les plus anciennes non modifiées. Tâche qui s'impose, des monographies archéologiques. Nous avons à peine commencé sur certaines maisons à obtenir des relevés, il en faudrait de systématiques. Et enfin, ce qui compliquera l'affaire, il faudrait étendre à la fin du Moyen-Âge, car là, nous avons, pour des contraintes de temps et de moyens, limité notre étude à la fin de la guerre, même pas à la fin de la guerre de 100 ans. Il faudrait aller au-delà. Nous avons pourtant trouvé, je crois que c'est au 12, Hélène, n'est-ce pas, dans le cœur de l'îlot de la rue du Puy du Saumon, nous avons trouvé au 12, au cœur d'îlot, une grande salle de rez-de-chaussée gothique avec un plafond mouluré gothique en place. Je ne vous l'ai pas présenté puisque je ne devais pas présenter le XVe siècle. C'est dire que dans ces cœurs d'îlots, on peut trouver des grandes résidences médiévales avec des plafonds gothiques encore conservés. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'autres de connus actuellement. La deuxième tâche, eh bien, c'est de continuer à y voir plus clair sur les matériaux, notamment sur le petit appareil et sa chronologie. Nous avons, grâce à Hélène, complété notre reportage sur les églises, et les églises avec petit appareil, il y en a une quantité considérable. Vous voyez ici Calzin, sur la commune de Viane, vous voyez ici Saint-Léger-sur-Garonne à Montluc, mais il y en a bien d'autres. Et c'est sans doute en travaillant en parallèle sur les édifices civils et sur les édifices religieux que nous pourrons peut-être progresser sur la chronologie de ces petits appareils, en ayant noté qu'il est probable que leur durée d'utilisation ait été extrêmement longue, comme vous l'avez vu. Pour les matériaux, il faudrait également une chronologie de l'emploi de la brique. Il semble bien que la brique soit d'abord utilisée comme matériau de remploi et que c'est seulement à partir du XIIIe siècle, alors on ne sait pas, milieu du XIIIe siècle, fin deuxième moitié du XIIIe siècle, que son usage devient massif, dès lors que l'on passe de l'utilisation sporadique de matériaux de remploi à une fabrication quasi industrielle de milliers de briques. C'est ce qui a été démontré par Maurice Célès à Cahors, où la bascule d'une construction romane exclusivement en pierre
à une construction qui va utiliser presque exclusivement au bout d'un moment la brique, mais il a très bien exposé ceci. Étudier aussi la façon de la mettre en œuvre avec la pierre, mixité des matériaux. Et enfin, la construction en pan de bois, ce qui est un autre défi, car là, il y faut des personnes qui connaissent les différentes techniques d'assemblage, c'est assez spécifique, et puis obtenir des crédits, car le pan de bois sans dendrochronologie est une affaire vraiment très compliquée. Dernière tâche, étendre la recherche à l'ensemble de la Genève. Voilà qui devrait faire plaisir à Alain Besky, puisqu'il préférerait, n'est-ce pas, que nous traquions les maisons un peu partout. Alors ça, c'est une première cartographie que j'ai établie à partir de quelques publications, de beaucoup de littérature grise, ce que l'inventaire a mis en ligne, un certain nombre d'études universitaires, malheureusement inédites, et puis mes observations. Vous voyez qu'il y a quand même énormément de sites sur lesquels on a déjà repéré des maisons médiévales. Alors d'abord dans le Val de Garonne, ce n'est pas étonnant, puis dans le Val du Lot, secondairement dans la vallée du Drô, et puis un peu en Pays d'Albret. Après, vous en trouvez un peu partout. Je précise d'ailleurs qu'on va compléter la carte, il manque Cuzorn et Saint-Avit où ont été également repérées des maisons médiévales et on va supprimer Cancon où il n'y en a pas. C'est dire que le potentiel de la Genève est important, qui devrait nous permettre, chemin faisant, quand nous continuerons à travailler sur Agen, à disposer d'éléments de comparaison de plus en plus nombreux et pertinents. Voilà ce qu'avec enthousiasme nous avons trouvé. Je vous remercie de votre patience.